parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Tous les matins, vous avez accès à cette émission, évidemment. Merci à vous qui nous écoutez à l'international. Vous nous suivez sur Facebook, sur Twitter, grâce à Sola Media. Merci à vous qui nous écoutez du côté de Yomu sur 99.7, même fréquence, à Mamou 99.7, 99 à modulation de fréquence. Si vous nous écoutez dans le Nabaya, mesdames et messieurs, plusieurs mois s'offrent à vous cependant pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, ce qu'on vous recommande d'ailleurs fortement, le hashtag Espace GG, sinon le numéro de téléphone, ça n'a pas changé, le 00224 657 39 13 13. Sinon ça se passe également aussi chez Orange, tout simplement vous pouvez nous envoyer des messages de ce côté. Merci à vous qui nous rejoignez, une émission entablée avec des révélations fracassantes ce matin, vous allez comprendre, avec toute l'équipe du jour. Bienvenue, bonjour Jacques Lewaleno. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour à vous Antoine Koroma. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Mon cher Moussa Mouissila, bonjour. Bonjour Lamine El Girassi, bonjour à tous. Bonjour Ivan Bantankova. Oui, bonjour Lamine. Bonjour Ahmed Kamara, bonjour. Bonjour Lamine. Allez, bonjour à tous. on s'intéresse évidemment à l'actualité. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Tambal. Je l'ai oublié parce qu'il est à côté de moi. Voilà. Là, c'est moi qui te salue. Bonjour Lamine. Bonjour. Bonjour Jacques, bonjour tout le monde. Bien, allez, bienvenue. On s'intéresse évidemment à l'actualité ce matin. Le CNRD, oui, j'arrive à le dire, rencontre donc les DAF ce matin, mon cher Antoine. Oui, je crois il était temps que cela intervienne, il était temps que le CNRD rencontre enfin ces DAF dont on a parlé assez dans ce studio. Et même le communiqué d'hier, à travers lequel les DAF sont convoqués, il est très particulier. Un communiqué de 30 secondes dans lequel la dame, sans trop contourner, dit demain à 8h pile, les DAF sont convoqués au Palais des Nations et aucun retard ne sera toléré, aucune absence ne sera tolérée. C'est comme pour dire que c'est très important cette rencontre. On a l'impression, parce que dans sa communication qui a été diffusée le jour de la fête de l'indépendance, le président Doumbouya a été clair. On va auditer les comptes publics. Et je crois que cette convocation est une manière de lier l'acte à la parole. Si on a dit qu'on va auditer les comptes publics, il est important d'écouter les DAF par rapport à certains sujets. Je ne dis pas que d'emblée, on va incriminer des gens, non. C'est une rencontre peut-être de prise de contact, leur poser des questions par rapport à certaines choses qui se disent autour d'eux. Personne, encore une fois, n'est accusé d'office, mais il faut clairement que les choses soient clarifiées par rapport à certainement des enquêtes qui sont en cours au sujet de ces comptes publics. N'oubliez pas, à la rencontre des ministres sortants d'Alpha Condé, il a été précisé que les comptes ont été gelés. Les comptes de certains ministres et des régies financières. Et donc, est-ce que cette rencontre va être dans ce cadre? Est-ce que les contrôles de ces comptes-là ont été faits? Est-ce que, par exemple, à travers le travail qui a été fait par cette commission mise en place, qui est assez discrète, est-ce qu'il y a eu des révélations, encore des sortes d'épinglage ou d'épinglement, je ne sais pas. Est-ce que des comptes ont été épinglés? Le mur est encore là, Antoine. Est-ce que des comptes ont été épinglés? Oui. C'est la grosse question que l'on se pose. Ouais. Et forcément, on en saura plus à l'issue de cette rencontre entre les DAF et le président Doumbouya. Parce que ces jeunes DAF dont on parle, les 518, ils ne sont pas tous des DAF, il faut le préciser. Moussa l'a dit, parmi eux, il y a certains qui font leur boulot de façon correcte et sans reproche. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui, depuis leur prise de fonction ou au lendemain de leur prise de fonction, sont devenus de gros maniants, sont devenus des caïmans. Des caïmans qu'on ne reconnaît plus. Parce que lorsqu'on rentre dans les détails, vous allez comprendre que ces jeunes DAF qu'on a connus dans le temps sont devenus de très gros DAF qui sont devenus très budgétivores, qui ont beaucoup bouffé. Bien, allez-y mon cher Tanko. Oui, à cela il faut ajouter que en plus donc des directeurs administratifs et financiers, c'est-à-dire les DAF, il y a tous les directeurs donc des régies financières du pays qui sont invités à cette rencontre pour rencontrer donc le président de la transition. Pour moi, ce serait un peu connaître effectivement qu'est-ce qui se passe autour donc de ces régies financières, parce que aujourd'hui, il faut le dire,
nous avons besoin que la situation sociopolitique soit rétablie, mais il faut parler de l'économie, c'est-à-dire notre économie est complètement assujettie. Alors donc, moi je pense qu'il peut, à travers cette rencontre, avoir un regard sur ce qui se passe et projeter quelque chose pour les prochains mois. En tout cas, comment la gestion est faite. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas... D'ailleurs, ce n'est pas une question qui se pose, la gestion opaque du pays, mais il va falloir essayer de boucher quelques trous, essayer de faire comprendre à ces gens-là. Donc, cette gestion-là, elle doit être saine. C'est à partir de là que nous pourrons amorcer quoi que ce soit. Et dans ce cadre-là, je pense que c'est une opportunité donc, pour ces directeurs donc, de s'expliquer et de donner, en tout cas, une ligne sur laquelle on peut s'accorder. Dans le cas échéant, je pense que vous aurez peut-être des têtes vont tomber. Justement. Voilà, on verra bien si c'est vraiment des têtes qui vont tomber. Allez-y, Ahmed Kamara. Écoutez, moi, comme Antoine dit enfin, je ne sais pas pourquoi il dit enfin, c'est normal, ils ont été aussi à la commande au niveau des finances, mais il faut quand même signaler que ce n'est pas des ordonnateurs. Il y a des ordonnateurs et eux, ils ne font que sortir. Mais souvent, les DAF sont gérer. plus puissants que les ministres. Si, il est plus puissant que le ministre, ça veut dire que le ministre. C'est dans tous les départements. Ça veut dire que le ministre, il est nul. Parce que non, en fait, le DAF n'est pas l'ordonnateur. Lui, c'est le ministre quand le ministre dit OK, le DAF peut agir. Quand il dit non, le DAF ne peut pas agir. Donc, vous allez voir que s'il y a malversation au niveau des DAF, les ministres n'échapperont pas. Puisque ce sont ces ministres-là qui donnent l'accord de décaissement. Et ça veut dire que s'ils donnent l'accord de décaissement, ça veut dire qu'il y a un projet clair qui est suitable. Alors, si le projet n'est pas exécuté, pourquoi est-ce qu'il n'a pas été exécuté? Donc, je pense qu'il ne faut pas perdre la lucidité face à ces DAF. Il faut aller plus loin. Je pense qu'il ne faut pas se limiter à leur niveau. Il faut aller plus loin par rapport à ceux qui ordonnent. Voilà. Allez-y, mon cher Tamba. Alors, c'est les directeurs des affaires administratives et financières des départements et des régies de finances. Effectivement, je suis d'accord avec le fait que ce ne soit pas des ordonnateurs, mais il faut savoir aussi qu'il n'y a pas de dépenses et donc de vol au sein des départements ou de ces régies sans la collaboration d'un DAF. Parce qu'en réalité, je me suis amusé à voir un peu ce que fait quotidiennement un DAF. Les services de comptabilité, de trésorerie, de fiscalité, de contrôle de gestion, d'audit, de droit, parce que sur les questions de gestion des obligations par rapport aux employés, par exemple, parce qu'on pense aux ressources humaines, je veux rappeler quand même qu'un DAF, il est aussi responsable des affaires administratives et financières au sein des départements-là. Donc le système d'information, les services généraux et les achats. Donc, ce sont de véritables piliers de ces entités-là, que ce soit pour un département, que ce soit pour une régie financière. Le DAF est donc au cœur de la gestion administrative, au cœur de la comptabilité, du contrôle de gestion et du reporting, c'est-à-dire les bilans d'activité en termes de gestion et d'allocation. Tout ce rapport-là, c'est encore les DAF qui sont responsables de cela. La trésorerie, les crédits, le recouvrement et les relations bancaires, c'est encore les DAF. Et ça, c'est important à dire. Le droit des affaires, notamment aussi sur la fiscalité, je l'évoquais tantôt, encore une fois, ce sont les DAF qui sont responsables de cela. Et puis, il y a d'autres charges qui sont des charges éventuelles, comme par exemple la gestion des ressources humaines sur les aspects d'obligation que j'évoquais. Les DAF sont donc une clé pour comprendre ce qu'a été la gestion. Mais bien entendu, on va se poser la question de... Et ça, quand je dis cela, c'est pour dire que finalement, il n'y aura pas d'audit, de véritable audit, au sein des départements, au sein de ces entités, sans les DAF. Et donc, c'est avec eux que ça va se faire. Pour comprendre ce qui a pu se passer, il sera impératif que chaque DAF, qu'il soit en Guinée, qu'il ne soit pas en Guinée, soit sur le territoire pour aider à savoir ce qui s'est passé. Parce qu'il faut quand même préciser une chose. Il y a beaucoup de choses qui se disent, notamment sur les... On a vu l'action du CNRD. Bien entendu, je comprends, c'est déjà la démarche politique veut qu'on s'adresse au ministre. C'est ce qui s'est passé. Mais dans la perspective, je pense que là, on est en train d'aller maintenant vers les audits qui ont été annoncés. Le véritable travail commence maintenant avec ces DAF. Cela dit, encore une fois, le bénéfice du doute, il existe. On a tous observé l'enrichissement insolent
insolent Et rapide. et parfois irrespectueux. Parce que même s'enrichir là, on peut respecter les gens dedans. Bon, eux là, c'est venu boum, comme ça, comme une magie. Donc il y a ça. Mais au-delà de cela, de cet aspect-là, il faut laisser, conformément à ce qu'on a appris en République, à chacun la présomption de l'innocence déjà. Le travail va se faire. Mais le CNRD, moi je suis convaincu que à la rencontre là, il n'y aura pas grand-chose. Hein. Cette rencontre qui va avoir lieu, et peut-être c'est pour leur dire, bon, rentrez tous, vous restez tous, peut-être pour récupérer aussi leur passeport, pour dire de cette période à cette période, vous ne bougerez pas, pour pouvoir lancer les audits. C'est peut-être dans cette logique, mais le CNRD, bien entendu, ne va pas, à la faveur de cette rencontre-là, lancer l'audit de cette façon. Bien. Tamba Zakari Milimono. Allez-y, mon cher Jacques. Vous savez, le président Alpha Condé avait une qualité dans sa gestion. C'est le président qui dénonçait, qui critiquait directement sa gouvernance. Il n'a pas manqué d'accuser donc ces DAF. Il y a à un moment donné, de 518, il disait je connais comment vous avez été engagé et je connais aujourd'hui comment vous êtes devenu assez riche. Il l'a fait dans plusieurs situations, donc des dénonciations comme ça, dirigées directement contre des personnes qui travaillent pour lui. Ça, c'est pour dire que les DAF là ont une importance capitale dans la suite à donner à la moralisation de la vie publique qui doit être faite pendant cette période de transition. Moi, j'ai appris à un moment donné qu'il y a un ministre, un ancien ministre, qui n'avait d'égard que pour son DAF. Même le secrétaire général, il ne le saluait pas. Il venait juste, il n'avait à traiter qu'avec le DAF. Donc ça veut dire que essentiellement, non mais le saurons. C'est un ministre qui va continuer là. Donc ça veut dire qu'essentiellement le DAF. C'est dommage. Hein. Et le DAF était, n'est-ce pas, au centre de toutes les décisions. Et l'autre chose, l'autre chose qu'il faut préciser, au-delà du fait que ce soit des ordonnateurs, il faut quand même dire que ces DAF-là sont nommés par le ministère du budget, donc par le ministre du budget, finance du budget. Donc il les nomme, c'est le budget, qui nomme au niveau des différents services, que ce soit dans les départements ministériels qu'au niveau des grandes directions, les directions des hôpitaux, des grandes universités, des grandes entreprises, etc. Partout où ils ont donc un répondant direct qui est donc ces ministres-là, qui se trouve être quelque part comme le grand ordonnateur ou l'ordonnateur principal, je ne sais pas comment on l'appelle en termes économiques. Je crois qu'il y a donc un lien entre ces DAF-là et celui qui a géré, n'est-ce pas, l'économie de ce pays. D'une certaine façon, on peut passer par, en tout cas, ces gens, ces DAF, ils ne sont pas tous jeunes, il y a des vieux parmi eux, pour avoir la lisibilité sur ce qui a été fait de nos fonds publics. Oui, les 518 sont jeunes, mais ce ne sont pas seulement les 518 qui étaient DAF. Voilà. Bien. Convoqué aussi. Jacques Liwa Lino. Allez-y, Madame Hiro. Bonjour. Bienvenue. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Et à cette rencontre, je pense qu'il n'y aura rien. C'est juste pour échanger. Si on veut faire un travail, travail de fond, Ahmed, il ne faut pas souhaiter cela. Non, je ne souhaite pas, mais tu connais pas la Guinée. Non, il ne faut pas souhaiter cela. On a de nouvelles autorités. Il faut espérer. C'est ce qu'on dit toujours. Il faut espérer que ça soit différent. On espère que ça sera différent. Si ce n'est pas différent, on sera là encore pour dénoncer. Parce qu'il ne faut pas nous annoncer avec tambour et trompette que ça va changer, que la justice sera désormais la boussole et qu'il n'y a rien derrière, parce que vous savez ce qui s'est passé. Nous savons que par exemple les 518, c'est à travers, je crois, le projet féminiser et moderniser l'administration, rajeunir et féminiser l'administration qu'on a eu ces jeunes. Mais c'est extraordinaire ce qu'on a vécu. Nous avons vu des immeubles sortir de terre de façon incroyable. En fait, la Guinée, on a un sérieux problème. Un sérieux problème je ne sais pas, de conscience, d'amour de la patrie et tout. Les gens, en fait, l'enrichissement illicite, c'est tout le monde, jeunes ou vieux. C'est pour cela que parfois, quand j'entends des jeunes dire non, passez la main aux jeunes, faites ceci, faites cela, on a vu ce que les 518 ont fait. Ils sont pourtant jeunes. C'est des jeunes qui sont venus, qui se sont enrichis de façon illicite. Ces DAF, nous savons que
au niveau d'un service, quel qu'il soit, le DAF, tout tourne autour de lui. Ouais. Parce que tout ce qui est argent, tout ce qui rentre, tout ce qui sort, c'est des personnes. Et puis les jeunes, c'est des gens qui ont étudié, qui savent manipuler les chiffres, qui savent vraiment faire des choses extraordinaires. Ouais. C'est pour cela qu'on a vécu ce qu'on a vécu ces derniers temps. Pour ceux qui ont des relations avec ces gens, mais c'est ahurissant. Vous ne pouvez pas comprendre. Ouais. Vous voyez quelqu'un hier sorti d'une école pauvre qui n'a rien, un simple étudiant. Il se retrouve là-dedans, il te sort 3-4 immeubles en un rien de temps. C'est juste, ça ne peut se passer qu'en Guinée. Attention. Et si on nous dit, peut-être qu'il a un chat à travers la gorge, je ne sais pas s'il a d'autres dossiers ce matin. Ouais. Attends, en attendant que moi je finisse de parler. Ce que je voulais dire, ce pays, il y a du travail à faire. Si les nouvelles autorités veulent vraiment changer la donne, il faudrait que la justice soit un peu plus forte. Ouais. Plus forte d'ailleurs, qu'elle soit au-dessus de tout le monde, parce que nul ne devrait être au-dessus de la loi. Ouais. S'il y a des gens qui ont fait des choses qui n'ont pas arrangé le pays, qui ont fait des détournements, qui se sont enrichis de façon illicite, il faudrait que ces gens répondent. Sinon, comme Ahmed l'a dit, je ne vois pas où il y aurait le changement. Voilà, droit de savoir, hein, c'est très important. Allez-y, mon cher Moussa. Oui, moi je trouve que, sincèrement, l'idée qui a prévalu au recrutement, à la mise en place de ces DAF-là jeunes, c'était une idée salutaire. Sincèrement, ce qui a motivé cela, c'était salutaire. Ce sont des amis, des promotionnaires. Nous sommes de la même génération. C'était bien de mettre les pieds à l'étrier, de leur faire... Parce qu'à l'époque, quand même, l'administration, il faut le dire, elle était vieillissante. C'est-à-dire que, pas vieux parce qu'on veut s'en débarrasser. Mais certains ne pouvaient plus continuer à travailler. Ils avaient atteint l'âge d'aller à la retraite. Donc, l'idée qui a prévalu en ce moment-là, le président Alpha Condé a fait le constat, donc il a voulu donner donc la chance à ces jeunes-là. Je pense qu'il y avait quoi par rapport aux 518, il y avait près de 2000, c'était même pas de 3000 dossiers après des sélections et autres. Maintenant, ce qui nous a déçus, c'est le comportement de certains parmi les 518. Nous ne pouvons pas les nommer. Ce qui peut être fait pour démêler le vrai du faux, c'est le travail là qui a commencé. Il les rencontre, parce qu'il y a beaucoup de supputations autour des DAF, de ceux qui gèrent les régies financières. Partout, il y a un centime de fonds publics, donc appartenant à l'État. Il est normal que le CNRD il pointe son nez. Justement. Parce que c'est notre agent. Parce qu'on a le droit de savoir. Exactement. Donc, aujourd'hui, c'est une rencontre formelle pour peut-être les écouter. Ouais. Et aussi les rassurer que ce qui sera fait ne sera pas fait à la tête du client. Ouais. Ce sera fait sur la base de documents, de dossiers. Exactement. Donc ce sera sur la base des documents. Quand je prends un document comme ça, je regarde la signature de la personne, je regarde qu'est-ce qui a été fait, est-ce que ça obéit à au circuit financier normal. Voilà, c'est le dossier qui vous attrapera. Ouais. Doumbouya, le CNRD ne regardera pas votre nom, votre patronyme ou de quelle région vous venez, votre couleur politique, pour dire non, celui-là doit aller en prison. Non. Et puis en plus, ce n'est pas à lui d'envoyer les gens en prison. Ce n'est pas au CNRD. C'est la justice. Exactement, c'est la justice. Ouais. Et à l'issue de quoi? À l'issue d'un travail profond d'audit qui sera effectué. Parce qu'il ne faut pas oublier, les DAF sont quand même les garants de la bonne exécution des budgets dans les départements. C'est pourquoi ils ne sont même pas nommés par les chefs de département. Ce n'est pas eux qui les nomment. S'ils sont un peu craints et tout ça, c'est à cause de ça. C'est-à-dire, pour contrôler l'argent public, on les parachute. Ils viennent d'un point A pour un point B, afin qu'ils soient vraiment indépendants sur certains plans. Quand ce n'est pas bon, vous ne devez pas exécuter. Mais certains parmi eux nous ont démontré que, en fait, l'enrichissement ne vient pas du secteur privé, mais du secteur public. Et c'est le monde à l'envers. Lui, il vient des United States of America. Ils sont deux ici dans ce studio. Alors, ils savent toute la force, c'est pas grave, ils savent toute la force du secteur privé. Les milliardaires dans le secteur privé, vous êtes dans les BTP, vous faites soumissionner à des commandes publiques, vous êtes riche, vous êtes millionnaire la mine. Mais c'est bon, vous êtes à la tête d'une entreprise privée. Absolument, c'est pas de la jalousie. Mais vous partez gérer, surveiller nos fonds publics. L'argent à nous tous. Vous sortez R+4. Moi, je suis là, j'ai du mal à réparer mes suspensions. C'est révoltant. Donc, je pense que ce qui peut démêler le vrai du faux, c'est ce processus qui a commencé et ça va être à l'issue donc d'un audit qui sera fait. Je sais que certains parmi eux, j'ai l'info, avaient commencé à se réunir depuis maintenant 10 jours pour dire on commence par en parler de nous. Nous sommes les 518. Il faut qu'on sorte 518 coups pour essayer de clouer le bec à certaines personnes afin que l'engraissement soit si fort qu'il n'y ait pas de truc. Vous allez jeter de l'argent, on va bouffer, il n'y aura rien. L'essentiel, si vous n'avez absolument rien fait
qui partent dans le sens de la dilapidation de nos fonds publics, vous n'avez pas à avoir peur. Vous n'avez pas du tout à avoir peur. Mais ceux qui ont calé des contrats sur 2 ans, 3 ans, avant de quitter leur poste même de DAF, qui ont, sur des commandes publiques, fait des marchés avec des pourcentages qui ont complètement percé, qui ont crevé le plafond des dépenses dans leur département, mais si les documents sortent, ben vous allez répondre des actes que vous avez posés. Ouais, voilà. C'est bien dit. Allez-y. Moussa, il connaît bien ces DAF-là, sincèrement. Moi je vous cache pas que j'ai des craintes. Ouais. Et je n'y crois pas. Ouais. Franchement, je pense pas qu'on va pouvoir aboutir à quelque chose. C'est pourquoi, moi, en tout cas, ce que je disais, le CNRD peut mettre les bases, mais ce combat-là, à mon avis, reviendra à la justice. Non seulement à la justice, mais au président qui sera élu à l'issue de cette transition. Je vous dis pourquoi. Ouais. Les coordinations vont commencer à se réunir tout de suite. Mais tu n'as pas compris. Non. Non mais attends, il faut l'écouter, c'est important. Comment ça fonctionne dans le ce point. pays. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Voilà. C'est comme le Sénégal, quand tu prends les marabouts et tout ça. Oui, ils sont plus puissants que le président. On a vu quand ben oui. Le maire de Dakar est allé en prison. Oui, mais il n'a pas de marabouts. Je te dis, au Sénégal, les marabouts sont plus puissants. Le maire de Dakar, il est allé en prison. C'est pas un débat, tu le sais très bien. Non mais tu le sais très bien, c'est pas un débat. Non, on n'est pas. Non, ça n'a absolument continue. Non. Mais je suis en droit de poser des craintes. Mais si bien j'ai des sûr, craintes, je peux le dire. Maintenant, si le CNRD arrive à résister, tant mieux. Ouais. Mais je sais que, voilà, c'est mon souhait. À part les coordinations. Ouais. Maintenant, je sais, oui, mais à part ces coordinations-là, il y a comme les vous parrains. parlez, non seulement, il y a les grands parrains. Quand on prend le processus, c'est pas, on a vu ici un détournement de, je sais pas combien de millions, mais de milliards plutôt. Mais on nous dit quand on cite tout, bon, finalement on se retrouve à la tête. Je vois, il y a beaucoup d'implications. Il y a beaucoup de ramifications. Voilà. Donc c'est pour vous dire que finalement, ces coordinations-là peuvent s'ingérer dans la danse. En venant faire quoi exactement? Les grandes gueules. Monsieur le Président, ce sont nos enfants. Laissez-les tranquilles. Ouais. Sinon, la collaboration peut être compliquée avec nous. Non, mais c'est de toute façon, vous êtes. Non, c'est ce que je dis. Je dis, ce sont mes craintes. Maintenant, si ça ne se fait pas, ok. Si ça se fait et que le colonel arrive à résister, tant mieux. Mais en tout cas, je ne rejette pas cette étape, puisque je sais que dans ce pays. Encore une fois, moi je crois. Jacques, si tu permets, je veux juste. Voilà. Ahmed a raison, en quelque sorte, parce qu'il tire les leçons du passé. Ouais. C'est ce qu'on a toujours vécu. C'est des craintes, évidemment. Et c'est le même engouement que nous vivons aujourd'hui avec l'arrivée de ces nouvelles autorités. Ouais. Alors, c'est à nous, l'ensemble donc de la citoyenneté, de veiller au grain. C'est-à-dire, nous devons tous constituer des cellules de veille pour dire non, cela ne peut plus se passer. Ces coordinations régionales doivent venir au niveau du sommet pour intervenir pour qui que ce soit. Alors, c'est maintenant ou jamais que le CNRD, avec toute l'équipe, comprendra qu'effectivement, nous ne devons pas céder à ce chantage-là. Parce que c'est un chantage émotionnel. Ouais. Ils viennent au nom d'une région, ils viennent au nom des sages. Il y a deux dans ce studio qui sont trop puissants dans ça d'ailleurs. Hein. Voilà. Chantage émotionnel. Voilà, donc je pense que c'est maintenant qu'il faut dénoncer cela et maintenant faire les barrières pour empêcher donc tous ceux qui... si tu permets, dans ce cadre-là. Parce que si nous restons ici, nous croisons les bras et nous restons pessimistes, les choses ne vont pas bouger. Ouais. Alors nous disons aussi les vérités au CNRD. Ça ne veut pas dire que ce sont des intouchables. Ouais. Ils doivent faire beaucoup attention à ces gens qui vont venir au nom d'une communauté, au nom d'une région pour essayer de parler de quelqu'un. S'il y a quelqu'un qui est fauteur de troubles ou qui est coupable de quoi que ce soit, on va essayer de travailler pour que la justice puisse rétablir donc chacun dans ses droits. Bien. Et dans ces conditions, seule la justice pourrait vraiment faire condamner ou disculper quelqu'un. Merci beaucoup, Bantanko. Allez-y. Moi, juste dire ceci à Doumbouya. À sa prise de pouvoir, il a vu qu'il y a des Guinéens qui, depuis le départ, le soutiennent dans leur majorité. Actuellement, tous les actes qu'il pose sont appréciés par tout le monde, par les grandes gueules, on apprécie ses actes. Mais qu'ils comprennent une chose, s'il fait le contraire des annonces faites au départ, il va être rattrapé par les mêmes personnes qui aujourd'hui le félicitent, et par les Guinéens et par la presse. Tout ce qui est bon, nous les apprécions. Mais si, dans les faits, ce n'est pas ce à quoi on s'attend, par exemple, faire des annonces, dire qu'on va lutter contre la corruption, les grandes gueules, dire qu'on va auditer les comptes publics dans le but de faire plaisir aux gens et ne pas le faire,
qu'il comprenne une chose. Je comprends très bien ce que tu veux dire. On va le rappeler à l'ordre. Faire du populisme. Du populisme. Ouais. Il comprendra bien que ce ne sont pas de vains mots, ce ne sont pas de belles paroles que nous prononçons et que de règles qu'il n'y aura pas de représailles. Bien. Si Doumbouya et le CNRD n'appliquent pas les promesses faites, s'ils ne vont pas dans le sens de ce que veut la population guinéenne, qu'ils comprennent une chose, il va être décrédibilisé. Qu'ils le comprennent, parce que ça ne va pas durer, il va entendre la voix de ce peuple-là qui peut dire non, le même peuple qui dit oui aujourd'hui. Et donc, il n'a pas droit à l'erreur. Ils ont le devoir d'aller jusqu'au bout. Si aujourd'hui, on nous fait de grandes annonces... Non, attendez... Mais tu l'as déjà dit. Non, oui. Je le réitère parce que... En fait, il atteint le mur. Voilà, sinon, il n'y a pas plusieurs manières de dire ce que tu as dit là. La répétition, elle est pédagogique. C'est pour qu'ils comprennent de quoi je veux parler. S'il ne va pas jusqu'au bout, on va l'interpeller. C'est bien. Merci beaucoup, mon cher Antoine. Je voudrais dire deux choses rapidement. Moi, je pense, Ahmed, c'est bien de s'inquiéter ou d'émettre des craintes. Mais la crainte que tu as avec les coordinations, elle est beaucoup plus pesante lorsque c'est un pouvoir élu qu'avec un pouvoir exceptionnel. Non, mais j'en sais parce qu'on a vu avec celui qui était là. Donc, ce que je veux ajouter, c'est bien prouvé. C'est bien prouvé. Qui a fait, le CNRD. C'est bien prouvé. C'est bien prouvé. Mais c'est encore les mêmes coordinations qui ont tenu le pouvoir élu qui était là. Oui, on a bien compris. C'est pour dire qu'ils sont capables d'agir à tout moment. C'est au pouvoir exceptionnel, donc le CNRD, d'organiser, n'est-ce pas, les audits et peut-être aller au-delà. Parce que je ne pense pas que les audits puissent vraiment nous aider à connaître toute la vérité sur ce qui a été fait. Parce que les audits vont se faire sur... on va vérifier les reçus, on va vérifier les comptes, l'argent qui est sorti, ça a servi à quoi. Mais ce sont eux qui manipulent les dossiers. Ce sont les DAF qui manipulent les dossiers, ce sont les ministres, ils savent tout. Mais je crois que si on part sur le concret, par exemple, en vérifiant la richesse des gens, les avoirs des gens, ça c'est du concret. Est-ce que leur salaire leur permettait de bâtir, n'est-ce pas, des immeubles comme ça en un laps de temps? On s'en sortirait mieux que lorsqu'on va se perdre dans les dossiers qui sont quand même maîtrisés par eux qui les ont manipulés. Merci beaucoup, Jacques Lewa. Qui audite? C'est l'autre question que je pose aussi. Allez-y. Voilà, bien entendu, la personne de l'auditeur aussi se pose. Mais Jacques soulève deux choses déjà. Premièrement, c'est les audits. Et les audits, globalement, c'est le contrôle entre ce qui a été prévu et ce qui a été réalisé. C'est une confrontation de ces deux choses-là. Les audits, c'est aussi l'exigence d'apporter la preuve que ce qu'on a dit qu'on a réalisé a effectivement été réalisé. Ça, c'est aussi cela. Et puis, finalement, on veut s'assurer que ce qui a été réalisé ne soit pas quelque chose d'inventé. Je parle là de détournement de fonds. On dit d'envoyer l'argent par là, même s'il n'a pas été volé, il a été envoyé ailleurs. Tout ça pose des éléments de suspicion. Maintenant, le deuxième niveau, c'est celui de l'enrichissement illicite. Je pense que ça peut aller de pair pour identifier. D'ailleurs, il semble que ces biens là sont déjà identifiés. À mon avis, il faut déjà aller là-dessus. Maintenant, Lamine, en terminant, je veux quand même souligner qu'en Guinée, il y a quand même une nouvelle force qui a émergé depuis un certain nombre d'années. Une force à la fois renforcée par j'ai envie de dire, l'explosion des réseaux sociaux ici en Guinée. Elle est constituée justement de l'opinion. C'est par exemple celle autour du FNDC, c'est les médias qui existent. Mais au-delà de cela, c'est entre guillemets le Guinéen lambda qui a quand même aujourd'hui la possibilité de faire entendre sa voix. Et en raison de plusieurs éléments, on peut dire que le CNRD suit ce type d'avis sur la toile aujourd'hui. C'est pour dire que coordination ou qui encore, parti politique, groupement d'intérêts, ils n'ont qu'à venir. Ils n'ont qu'à essayer de jouer. Ça ne va pas être caché. Ce sera su et ce sera entendu. Et ce qu'il faut craindre le plus, c'est bien la construction de pièces justificatives. Le Guinéen est fort dans ça. Parce que l'autre responsabilité, c'est ça dans les audits, c'est ça. On dit, j'ai dépensé 1 milliard, on est capable, pour une dépense de 2001, repartir, voir un commerçant lui dire, fais-moi une facture, un reçu. Fais-moi un reçu.
tu me l'envoies pour aller justifier ce que j'ai fait de façon assez Merci beaucoup, folle. Tamba. Merci beaucoup, Tamba. Allez-y, madame. Pardon. Oui, c'est moi d'abord. Alors, ce que je voudrais dire, Lamine, je pense que ces jeunes, on les a applaudis à leur arrivée. C'est vrai que c'est difficile parfois, l'exercice politique. C'est ce qu'on a essayé de faire avec le président Béchu. On lui a rappelé à chaque fois son beau parcours historique pour ne pas qu'il arrive à le ternir. Ouais. Je pense que ces jeunes, à leur arrivée, à leur prise du pouvoir, j'ai notamment écouté le colonel Mamadi Doumbouya qui a cité Rawlings. On a tellement cité Rawlings, un bel exemple. Pourquoi on ne citerait pas un Guinéen à la fin? Je pense qu'ils ont le choix. Ils ont le choix entre choisir le bon chemin et essayer de se perdre. S'ils se perdent, nous serons là pour alerter, pour les rappeler à l'ordre. S'ils l'entendent, ce serait bien pour eux. S'ils n'entendent pas, vous avez vu ce qui s'est passé. À la fin, c'est vrai que le peuple s'est résigné. Mais ça conduit à quoi? À un coup d'État, à la chute. En fait, vous pouvez essayer de faire des choses, vous pouvez penser que vous êtes fort, mais c'est jusqu'à un certain niveau. Le chemin, le plus beau chemin à emprunter, c'est le plus droit chemin. Le plus droit chemin, c'est de faire les choses comme cela se doit. Ils ont de belles promesses. Ils ont vu que le peuple de Guinée n'est pas exigeant. Vous avez vu ce qui s'est passé? Il a juste fallu que l'armée prenne le pouvoir. On sait que ce n'est pas légal. Mais puisque le peuple en avait marre, ils ont applaudi ceux qui sont venus. Vous avez vu ce qui s'est passé lors de la fête de l'indépendance? Les Guinéens avaient besoin de ça, de communier avec leurs dirigeants. Le peuple, c'est cela. Vous êtes là parce que le peuple est là. C'est le peuple qui légitime votre présence au niveau de la présidence ou à n'importe quel poste. Alors faites ce que le peuple veut. Il veut juste pouvoir jouir de sa liberté, par exemple, de manifester le 2 octobre tel qu'on l'a vécu. On a vu Doumbouya sur l'axe qui souvent se dit hostile au service de sécurité. Mais il a été applaudi, il a communié avec le peuple. C'est juste ce que l'on veut. Je pense qu'ils ont intérêt à aller dans le sens de la refondation souhaitée par le peuple de Guinée, donner une constitution qui vraiment puisse permettre ce pays d'aller de l'avant, organiser des élections telles que le peuple le réclame et pouvoir sortir par la grande porte. Et qui sait par la suite ce que deviendra cet homme. Parce que celui qui va réussir quand même à remettre la Guinée sur les rails rentrera grandement dans l'histoire de ce pays parce que le peuple a trop souffert. On n'a pas besoin qu'il se laisse manipuler par des coordinations, par des communautés ou par quelqu'un d'autre. Il faudrait qu'ils puissent respecter la parole donnée au départ. Ils ont fait des promesses, ils n'ont qu'à les tenir. Voilà, bien dit. Allez-y, mon cher Moussa. Il y a quand même quelque chose de concret. Quand vous avez une commande publique qui doit être exécutée, sur le terrain, il y a des possibilités de vérifier l'exécution de cette commande-là. Vous avez par exemple 1000 doses de vaccins qui devraient être données à une population dans un village X. Si l'argent a été sorti pour l'achat de ces vaccins, et sur le terrain, c'est comme les moustiquaires. Vous pouvez aller voir pour savoir si les populations l'ont reçu. Si on veut un travail sérieux, pas un travail entre les bureaux. C'est-à-dire, on vous donne des documents avec des cachets, des signatures, vous allez vérifier sur le terrain. C'est très très basique. Vous avez une école qu'on devrait construire quelque part là-bas à Youmou. L'argent a été sorti et tout, vous allez trouver qu'il y a eu la pose de la première pierre, rien n'a été fait. Donc, on peut faire un travail sérieux mais je ne souhaite pas que ça se limite à un circuit administratif ici à Conakry, il faut aller sur le terrain. On parle des sanctions, mais il y a aussi toutes ces régies financières. Vous prenez le cas de la Direction nationale du budget dont je t'en parlais, dont je te parlais en off, à la division solde. C'est un dossier auquel je m'intéresse, mais c'est grave. Ce qui se fait là. Les grandes gueules. Au niveau de la Direction nationale du budget. Donc il y a trop de choses, et nous reviendrons sur ce dossier si tout se passe bien la semaine prochaine. Il y a trop de choses qui se passent dans ce pays au niveau des finances publiques. Doumbouya le sait, qu'être une force spéciale, c'est avoir une écoute spéciale, un regard spécial, une démarche spéciale, mais aussi des actions spéciales. Donc il ne peut pas s'amuser avec, sinon la réponse du peuple sera spéciale. Bien. Moussa Moïse Silla, vous êtes chez les GG. Au GG de Radio Espace, vous laissez pas distraire. Le meilleur instrument pour mesurer la compétence, c'est le nombre d'attaques des incompétents. Les GG, sur les ondes depuis plus de 8 ans. Merci de votre confiance. À venir dans notre émission, mesdames et messieurs, Justice, le procureur qui fabriquait des charges à révélation ce matin sur les coups de 10 heures sur Radio Espace Guinée, en parlant aussi transport, entre autres. Mais d'abord, Bantango, on s'intéresse à tout autre sujet, mon cher ami. Centre national d'orthopédie, vous dites des travaux à l'arrêt. Oui, malheureusement, si vous vous rendez compte qu'il y a 8 ans de cela,
j'étais encore là et nous étions tous à Espace ici. Nous avons couvert l'événement là à la rédaction. Il y a eu beaucoup d'engouement autour donc de la signature de ce contrat parce qu'on avait été même les premiers à dénoncer un certain fait, de dire que aujourd'hui donc les nationaux sont lésés, c'est-à-dire de donner la chance aux entreprises guinéennes aussi pour faire preuve sur le terrain. Alors c'est dans ce cadre-là que donc le contrat donc de la construction du Centre national d'orthopédie au CHU Donka avait été donc octroyé à 2 entreprises, Savani et Frères et c'est Guinée, pour construire donc ce local. Donc le bâtiment central était donc à la charge donc de Savani et Frères. Et puis la construction des logements avec tout ce qui s'ensuit avec des salles de sport était donc sous la coupole de ECC Guinée. Alors le contrat donc pour Savani, puisque Savani avait la plus grande part, s'étalait sur un peu plus de 19. Les grandes gueules. Un peu plus de 19 milliards pour 11 milliards pour Savani et Frères et 8 milliards pour ECC Guinée. Alors qu'est-ce qui se passe? Je suis parti et je reviens après 8 ans. Je trouve que le bâtiment n'est toujours pas terminé. Les travaux sont à l'arrêt depuis belle lurette. Et puis des explications fantaisistes ont été données alors que non seulement les entreprises n'ont pas respecté l'engagement, mais l'État également, puisque dans le contrat, il y avait déjà préétabli donc des sanctions en cas de retard. Donc au millième, la société qui ne ferait pas donc le travail serait sanctionnée au millième. Donc, mais l'État aussi n'a joué aucun rôle. Et aujourd'hui, on donne des explications. Quand vous partez au CHU, donc vous verrez donc qu'est-ce qui se passe. On laisse ces handicapés quand même. C'est pour quelque chose, pour permettre à ces personnes qui n'ont pas moins de mobilité de s'installer. Alors aujourd'hui, si on n'a pas d'égard vis-à-vis de ces gens, moi je pense qu'on ne pourra avoir d'égard à personne parce que effectivement, ce sont ces gens-là, ces handicapés-là, on avait jugé nécessaire de faire un centre pour eux, pour leur permettre effectivement d'avoir quelque chose. Maintenant, il y a beaucoup de choses à dire. Je pense qu'aujourd'hui, du côté de l'État, on doit donner des explications parce que 16 mois qui est en train de partir pour 16 ans, puisqu'on est déjà 8 ans, 1 mois. 8 ans, 1 mois depuis que les travaux ont été lancés. Et ce qui fait mal, c'est que la quasi-totalité de l'argent a été déboursé. Les entreprises en ont reçu. Puisque ECC Guinée, je me suis renseigné, a déjà perçu plus de 7 milliards sur les 8 milliards. Alors que Savani et Frères aussi a perçu les 10 milliards sur 11 milliards. Donc, chacune d'entre elles a quasiment tout l'argent. Mais aujourd'hui, je ne comprends pas comment est-ce que, après tout ce temps-là, ce centre d'orthopédie n'a pas vu jour et l'État reste encore à demander des explications et dire que oui, les promesses ils vont tenir les promesses. Mais je me demande quand est-ce que ces promesses seront tenues. Jacques en connaît un petit peu parce que je pense qu'il a déjà discuté avec la directrice qui peut-être certainement acceptera d'intervenir prochainement dans nos émissions ici pour expliquer un petit peu qu'est-ce que l'État à son niveau, qu'est-ce que l'État a fait? Qu'est-ce qu'on fait de ces sanctions qui avaient été parce que le contrat a été signé. Et surtout qu'on a perçu quand même 80%. En tout cas, plus de 80%. Plus de 80%, oui. C'est ce qui est dommage, quoi, en fait. Je comprends pas. Allez-y, mon cher Jacques. Le dernier paiement a été fait en 2018. En 2018, c'était, je crois, 7 milliards qui avaient été donc versés pour accélérer les choses. Ce qu'on nous dit, c'est qu'à chaque fois qu'une nouvelle ministre, puisque c'est les femmes qui gèrent ce département-là, parce que l'action sociale, le centre est rattaché au ministère de l'action sociale. C'est en lien avec l'article de Guinée News d'hier ou pas du tout? Oui, c'est un peu en lien. C'est en lien. Donc, à chaque fois qu'une nouvelle ministre arrive, donc l'entreprise se bouge un peu, vient faire des petits travaux et après quitte. Le bâtiment dont on parle pour des personnes à mobilité réduite renferme l'essentiel des services qui doivent être mises en place, et notamment les salles de sport, les salles de traitement, en tout cas tout ce qui doit être l'imagerie, les prothèses, tout ce qui doit être fait, c'est au niveau de ce bâtiment principal. Et depuis que, comme il l'a dit, depuis que le lancement a été fait, c'était pour 16 mois, on s'est étalé sur beaucoup d'années. La directrice, elle tente d'agir, mais elle ne peut pas aller au-delà puisqu'il y a quand même des personnalités à un
certain niveau qui doivent décider. Non, mais elle n'a pas fait 8 ans là-bas. Elle a remplacé quelqu'un. Je crois qu'elle est venue au temps de Sanaba Kaba pour pouvoir continuer à travailler. Ça fait pas 8 ans avec Sanaba. Je crois qu'il y a du sérieux qu'on devrait accorder quand même à ces personnes handicapées. Dans notre pays. Déjà, elles se sentent assez lésées dans beaucoup de choses. Pour le service qui doit encore les prendre en charge, on accepte, même quand l'argent est sorti des caisses de l'État, que l'entreprise qui est choisie pour faire ce travail-là ne puisse pas continuer à le faire. Je crois que c'est assez dommage. Et ce qu'il faut dire, comme on le disait un peu hier avec les entreprises locales, qui veulent avoir des marchés avec l'État guinéen. Malheureusement, nous le voulons bien parce que les nationaux doivent avoir des contrats pour redistribuer ici. Mais avec un tel comportement de la part de ces entreprises qui ont la charge de construire ces bâtiments au centre d'orthopédie, je crois que ce n'est pas encourageant. Voilà, alors là, pas du tout. Allez-y, mon cher Ahmed. Voilà. Je pense que cette dame ne devrait pas croiser les bras sous prétexte que non, elle a peur de quoi. Non, ça passe ou ça casse. Et ces gens-là aussi, ils ont raison, parce que parmi tous ceux qui ont géré ces départements-là, on n'a pas vu quelqu'un qui avait un pied coupé. Donc il ne sait pas ce que ça veut dire. Non, c'est la vérité. Il ne sait pas ce que ça veut. Il sait pas ce que ça veut dire. Il sait pas ce que ça veut dire. Un pied coupé. Ahmed a raison. Il y a des groupes en tant qu'humain, on joue pas avec. Même si on est méchant, comment. Il y en a il faut quand même se calmer. Mais attends, aveugle, quelqu'un il voit pas. Dieu lui a tout pris. Il peut pas marcher comme vous. Il y a un handicapé qui se traîne. Quand vous venez sur le pont 8 novembre, à partir de la corniche est de Conakry, il se traîne tout le temps. Quand vous voyez sa situation, parfois vous êtes amené à pleurer. Mais vous savez, on a poussé la méchanceté à un certain niveau. C'est pas que de la corruption qui est en nous, hein. Ça, c'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. Alors donc, c'est pourquoi je dis que ce centre, si ça a duré, c'est parce que eux, ils ne sont pas dans cette situation, ils ne savent pas. Mais normalement, quand on a une conscience, on doit quand même pouvoir assister ces personnes qui sont dans ces situations-là. Il y a une chose, quand on n'a pas le temps de lire, ayons quand même le temps de regarder ou d'écouter. C'est important. Parce que c'est ça le problème en Afrique. Regardez un exemple du côté avec Paul Kagame. L'un des meilleurs palais des congrès en Afrique se trouve au Rwanda, chez Paul Kagame. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont lancé un appel d'offres dans les normes. Et c'est une société chinoise qui a remporté. Ils ont commencé les travaux. Il s'est impliqué personnellement en faisant assister ces travaux-là. C'est-à-dire le cabinet qui a fait l'expertise pendant que les travaux continuaient, c'est un cabinet allemand, complètement détaché des Chinois. Mais au bout d'un certain temps, ils ont fait un rapport au président pour lui dire non, le travail que vous avez demandé, c'est pas ce qui est en train d'être fait. Quand on a mis 10 sacs de ciment ici, ils en mettent 6 ou 4. Donc, ce n'est pas bon ce qui est en train de se faire. Mais Paul Kagame, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pioché ces Chinois-là et il les a foutus en prison. Quand il les a foutus en prison, ça a créé un incident diplomatique entre son pays et la Chine. Mais au finish, qu'est-ce qui a été fait? Le travail a été fait, mais bien fait plus que ce qui était même prévu sur les papiers. Mais aujourd'hui, il a l'un des meilleurs palais de congrès en Afrique. Pourquoi on ne peut pas s'inspirer de ce genre de situation? Que ce soit des nationaux ou que ce soit des étrangers, vous faites le job. Si vous ne faites pas le job, votre place c'est la prison. Jusqu'à ce que le travail soit fait. Demandez des comptes. Allez-y, Antoine. Juste, c'est Bantan tout à l'heure qui me faisait rire. Je constate qu'il a quitté la Guinée, ça fait longtemps. Je lui souhaite la bienvenue. Parce que Bantan, si tu ne sais pas, il y a une structure qui est née dans ce pays qu'on appelle la Blogui, qui chaque année revient sur le bilan des promesses électorales d'Alpha Condé. Ce Tablogui a fait des conférences de presse pour nous dire, pour nous faire l'état des lieux par rapport à ce qui a été dit à la prise du pouvoir ou même pendant les élections et ce qui a été fait. Quand vous voyez le résultat de leur rapport, il y a un fossé entre le dit et le fait. Alpha Condé fait partie des présidents, sinon le seul président dans la sous-région, avoir fait beaucoup de promesses, mais pour peu de résultats. Il y a eu tellement de promesses faites qu'aujourd'hui on se demande que sont devenues la plupart des annonces qui ont été faites. C'est dans ce pays qu'on a inauguré un hôtel, l'hôtel Kaloum. Le lendemain, on n'a pas pu loger là-bas.
On a inauguré un hôtel à la veille des élections. Le lendemain, tu vas pour loger, tu ne peux pas y loger. On a posé des premières pierres d'édifices ici dans ce pays. Mais c'est grave ce que tu dis là, parce que tu fais de la normale en Comment fait. ça? Mais si, je suis désolé. Non, je viens de dénoncer à dire que... je comprends ce que je veux dire. Ce que je veux dire. En plus de ça, il ne m'informe pas parce que... Tu n'as pas compris ce que je veux dire. Tu t'es alarmé de constater qu'un bâtiment n'a pas été construit. Non. Oui. Sous Alpha Condé, c'était normal parce qu'il nous y a habitués. Alpha Condé a posé des pierres d'édifices. Attendez la mine, c'est une vérité. Ça ne nous surprend pas. Moi, ça ne me surprend pas que ce bâtiment ne soit pas fini parce que ce n'est pas le seul bâtiment. Il y en a eu beaucoup dans ce pays. En tant que je te comprends, tu as été dans un pays où on est très sensible. C'est un pays où on respecte tout. Chez nous, ce n'est pas le cas. Dans ce pays, rien n'est normal. Ça, ce sont les handicapés. Il y a eu la nièce. La nièce, on nous a promis qu'on va faire des transferts de crédit aux pauvres. Mais ils sont à Kaloum, les mendiants sont sous les yeux. Les gens sont logés au pont 8 novembre et même à la mosquée Faïsal qui sont pauvres jusqu'aux os qui demandent de l'argent. On ne leur donne pas de l'argent, on fait transfert à des gens qu'on ne connaît pas. On dit oui, c'est aux pauvres qu'on fait le transfert. C'est quoi le critère? On ne connaît pas. Moi, à mon avis, il y a eu des actes dans ce pays. Non, sincèrement, c'est énervant. Après, vous apprenez des sommes colossales. On vous dit, on a transféré des milliards de francs guinéens à des Guinéens. Mais à qui on a transféré ces montants-là? Moi, je ne les connais pas du tout. Parce que pour moi, le critère premier, c'est ceux que nous connaissons, qui sont sous nos yeux, à qui on n'apporte pas d'aide. Et voici des projets, par exemple, qui pour moi, sont passés à côté. Après, on va nous dire, ouais, orthopédie. Je suis sensible à cela, mais avec Alpha Condé, ça ne me surprend pas parce que c'est un habitué des faits. Allez, Antoine. C'est l'émotion qui prend là, sincèrement. Allez-y, madame. Allez-y, assume. C'est pas l'émotion. Antoine a tout à fait raison. On nous a habitués à faire des promesses et à ne pas les respecter. C'est pour cela que, comme il a dit, l'AID a été mis en place et finalement, c'est pour faire comprendre aux Guinéens. En fait, quand vous prenez un centre d'orthopédie, par exemple, c'est pour permettre à ce monsieur qui se traîne, tel que disait Tamba, d'avoir des prothèses et pouvoir marcher comme tout le monde. En fait, comme il a dit, en Guinée, on ne parle pas de corruption, en fait. Les gens sont méchants. Les gens sont méchants. C'est de la méchanceté, par exemple, que d'être dans un palais, tout en sachant que tu dors sur l'argent d'une personne qui cherche juste à tenir sur deux pieds, sur ses jambes. Tu dors, tu manges cet argent, tu envoies tes enfants étudier avec cet argent-là. Et pour changer la donne, il faudrait que la justice s'applique. Et quand la presse lève un lièvre tel que celui-ci, il faudrait que la justice se bouge pour aller s'enquérir de la réalité. Qu'est-ce qui se passe? Qu'en est-il des fonds? Mener des enquêtes, trimballer des gens en justice. C'est comme ça que la presse peut être rassurée à continuer le journalisme d'investigation. Sinon, ça ne servira à rien du tout. Bien. Voilà. Allez, à 10h10, mesdames et messieurs, une révélation explosive. Je vous expliquerai. Et c'est une histoire qui sera racontée par Tamba. Vous savez très bien l'effort dans ça. Restez avec nous. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans.